Alors, déjà bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce dernier live No Brain No Gain. Du coup, je me présente encore une fois pour la dernière fois. Je m'appelle Yann Paya, je suis éducateur sportif sur Paris, spécialisé en réathlétisation, et je suis l'organisateur du stage No Brain No Gain, donc sur la préparation physique, enfin la préparation des combattants dans les arts martiaux. Donc c'est un stage qui regroupe de la préparation mentale, de la nutrition, de la préparation physique et de la prévention des blessures. On a fait 4 ou 5 lives déjà sur ces sujets-là pendant ces semaines, pendant le confinement. Et pour Noël, je vais vous offrir un petit cadeau. Vous trouverez dans le lien de la vidéo et sur ma page Facebook No Brain No Gain un e-book gratuit à télécharger sur mon site internet réparateurphysique.com. Donc, qui résume tout ce qu'on a pu voir pendant ces lives-là. Et du coup, pour conclure ces lives, je trouvais ça sympa de discuter justement de ce qu'est la préparation d'un combattant avec quelqu'un d'expérience. Et j'ai Greg qui a accepté bien gentiment de participer à ce petit live-là. Donc, merci beaucoup, Greg. Oui, oui. Et du coup, on va pouvoir te passer le micro, non pas pour chanter, pas aujourd'hui, mais plutôt pour te présenter. Donc, est-ce que tu peux faire une petite présentation rapide et puis après on ira un peu plus loin dans Oui. le sujet. Présentation sportive, on est bien d'accord, le reste on s'en fiche. C'est ça. Bon. Alors, moi j'ai commencé par le karaté Shotokan. Donc allez-y, jetez-moi des cailloux. Jusqu'à la ceinture noire, je suis propre de karaté Shotokan. Donc j'ai fait troisième au championnat de France de karaté première division, donc c'est pas mal. Ensuite, je me Surtout que Shotokan, il y a du monde, donc c'est pas un petit style. c'est comme au judo, il y a beaucoup de monde, enfin au judo c'est encore pire. Euh, et ensuite, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien. Donc, je suis ceinture noire maintenant. Et pareil, j'ai combattu en grappling et en jiu-jitsu pendant pas mal d'années. Et puis après, je me suis tourné vers le MMA. D'abord des compétitions amateurs, donc tout ce qui peut être un peu Kempo, tout ça. C'est du Kyoku debout d'ailleurs, et puis du mélangé à du sol. Et puis après, des combats en cage, à un niveau sympathique. D'accord. Ça a été assez logique ta façon de dérouler justement de passer au JB et au MMA, ou alors c'est parce que tu as rencontré des gens, tu voulais voir autre chose? Comment C'est ça du se fait? JB au MMA. Ouais, Ah bah, de toute façon, c'était quelque chose d'assez construit dans ma tête. Euh, Sortant du karaté Shotokan, donc un karaté entre guillemets doux par rapport au Kyokushin, j'avais ce souci d'être le combattant le plus performant. Donc, ouais, donc c'était l'objectif de finir sur du MMA. peu importe. Le but, c'était d'être le plus fort. D'accord, ok. Plus fort, point. Qui tu mets en face, il fallait que je puisse le dérouiller. Avec Euh, toutes et les puis armes après, possibles. avec les UFC, bah, il y a les cassettes qui tournaient à l'école. Hmm. Il y avait un certain type de cassette, et puis il y avait un autre type de cassette. Voilà, on est d'accord. Donc les cassettes de bagarre. Et donc j'ai vu l'UFC, et puis justement, Royce, il battait justement les gars du Kyokushin. Je crois que c'était le premier combattant d'ailleurs. Hmm. Et moi je pensais que le Kyokushin il allait tout défoncer. Il s'est fait retourner comme une crêpe. Du coup je me suis dit, ah tiens, si même le karaté le plus efficace ne fonctionne pas, il faut que je me mette à faire du sol. Donc après, voilà, quoi, tu te dis, bon, je fais du sol, et après je fais du MMA amateur, et puis de la boxe, et puis tout ça, puis après c'est de mélanger tout ça, puis c'est une continuité logique, à mon sens, quand tu es un artiste martial complet. De faire tous ces sports pour finir avec le MMA, qui est, entre guillemets, l'art martial ultime. Vu que je ne suis pas un bagarreur dans la rue, il fallait bien que je me teste quelque part, donc allons-y pour le ring et la cage. Le ring. Et t'as combattu pendant combien de temps? Ta carrière, elle a représenté combien de temps? Amateur et pro, Ouais, bon, tout confondu, je boite pendant 12 ans de ma vie en compétition. Puis même, de toute façon, maintenant, je continue toujours à m'entraîner, à combattre à l'entraînement parce que j'aime ça, avec hmm. les copains. Et puis, en faisant des sparring plus ou moins durs lors de mes vidéos. Donc, je suis obligé de me tenir à la fois en forme
et en même temps être à l'écoute des nouvelles techniques qui apparaissent, des nouveaux styles qui prédominent, et puis m'adapter en conséquence. Donc voilà, j'ai fait ça pendant. Ça fait 25 ans que je fais des arts martiaux avec des pauses, parce qu'au bout d'un moment, t'en as marre. Puis après, puis en ce moment, la flamme du désir est revenue. Les revenus. Ouais, depuis quelques années, donc je me rentraîne dur depuis quelques années. Et puis tu vois pas mal de beau monde aussi avec du coup tes vidéos. Donc ce que tu dis dans ta dernière vidéo, tu vois des mecs un peu costauds. Donc, Bah ouais, ça motive toujours de titiller les grands champions, bah, toujours dans l'idée de savoir ce que tu vaux. Ouais, je me rappelle de Kenji Tokitsu, pas Kenji Yamaki, le mec du Kyoku, Kenji Tokitsu, qui disait bah, peu importe combien j'ai été fort par le passé, l'important c'est combien je suis fort aujourd'hui. Même si j'ai plus les mêmes qualités athlétiques qu'avant, notamment au niveau de la souplesse, du cardio, de la vitesse, bah, je les compense par d'autres choses, comme la stratégie, la technique, la puissance. Voilà. Et comment du coup, pour revenir un peu à ce que je disais au début sur les différentes strates qu'on a pu voir pour préparer un combattant, est-ce que toi, du coup, à l'époque, ou même on pourrait dire encore aujourd'hui, vu que c'est toujours ton état d'esprit de te préparer et d'être toujours alerte, comment tu te préparais à l'époque où tu combattais? Tu faisais uniquement du sparring et du sol, des entraînements au dojo, ou tu faisais un peu de prépa physique à côté, ou des choses comme ça? J'ai commencé la prépa physique et les arts martiaux ensemble, parce que j'ai tout de suite su que c'était deux choses qui allaient ensemble. Tu peux pas, une technique doit être au service, enfin la force doit être au service de la technique et presque inversement. Donc tu peux pas faire l'un sans l'autre. Si une petite nana qui me prend en clé de bras, si elle n'a pas de la patate, même si elle est placée parfaitement, elle n'y arrivera pas. Donc il faut avoir de la force. Puis comme les styles de karaté Kyokushin, il faut se forger une carapace, que ce soit musculaire pour protéger les articulations ou les organes sensibles, pour être un combattant complet. Ouais. Les karatékas Shotokan, le prototype c'était des brindilles, des mecs très fins avec des longs segments. Mais donc ils excellaient dans leur discipline à cause des règles qui sont très précises. Mais si tu les frappes fort, ils vont avoir très mal. Et si tu arrives au corps à corps, tu vas les briser. Donc c'est des spécialistes. Donc chaque discipline a une préparation physique précise. Il faut donc s'adapter en conséquence. Du coup, cette prépa physique, tu la faisais tout seul ou tu étais accompagné par quelqu'un? Tu avais une équipe derrière toi qui te suivait pour ta prépa ou... Alors moi, j'ai toujours fait tout seul. J'ai essayé de m'éduquer moi-même. Il faut savoir que j'ai 42 ans. À l'époque où j'ai commencé les arts martiaux, donc 17 ans, il n'y avait pas Internet. J'ai commencé avec un bouquin que mon oncle avait, qui était champion d'haltérophilie, donc avec des petits croquis, tout ça. Et puis tu te débrouilles dans ton garage avec ton banc de muscu que tu as acheté. Tu te prends une paire de godasses pas trop dégueulasses pour aller courir. Et puis tu fais ton fractionné, tu fais ta musculation. Donc au début, c'est un petit peu archaïque, anarchique. Et puis progressivement, bah, tu t'éduques, tu apprends ce que c'est que la force, ce que c'est que la puissance, ce que c'est que l'endurance de force, ce que c'est la pliométrie. Tout ça, comprendre quand est-ce qu'il faut s'étirer, quand est-ce qu'il ne faut pas s'étirer. Les phases qu'il faut respecter avant une compétition. C'est pas, faut pas faire toujours la même chose, enfin ça dépend des styles. Tu peux segmenter les entraînements plusieurs mois à l'avance, même des micro-cycles et des macro-cycles en fonction des échéances qui arrivent. Mais au début, non, je faisais n'importe quoi. Puis, comme je te dis, bah, t'apprends. Petit à petit, t'as appris. Ouais. Cool. C'est parce qu'aujourd'hui, tu es éducateur sportif. Tu as un BP, parce que tu as passé des diplômes derrière. Alors moi, j'ai une licence universitaire en STAPS. D'accord. Et j'ai 2 brevets d'État, un brevet d'État en karaté et en métier de la forme, tout ce qui est fitness et muscu.
Donc, Ok. oui, c'est mon métier. Je donne les cours de MMA, de kickboxing. Et puis par rapport à côté de ça, je fais surtout du coaching particulier. Non, je te posais la question parce que du coup, derrière le fait d'apprendre tout seul, tu as orienté tes études, je suppose, sur ton objectif de toujours chercher à t'améliorer et à être le plus fort, j'imagine. Bah, de toute façon, quand tu veux faire un truc bien dans la vie, il faut l'aimer. Si tu aimes, ouais, sauf si tu as un mec qui a un flingue posé sur ta tempe. Hmm. Mais l'idéal, c'est de se le poser soi-même, le flingue, sur la tempe pour avancer. Et pour se le poser, il faut l'aimer. Donc, j'ai fait ce que j'aime. Donc, le sport, les sports de combat, c'est ce que je préfère dans la vie. Donc, j'ai tout mis en œuvre pour être le meilleur dans ce domaine. Hmm. Alors, il y a Sébastien qui pose une question. Alors, du coup, il te dit, il est encore jeune et peut encore se tester, mais comment voit-il sa pratique plus tard dans l'enseignement, l'organisation d'événements, l'arbitrage? En gros, comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Par rapport au sport, Ouais. moi, je vais continuer d'apprendre. En ce moment, j'apprends énormément grâce à Internet. Il y a plein de tutos pour s'améliorer. Et je n'avais pas conscience de la puissance de cet outil en termes de visualisation des techniques et, euh, et aussi comment placer ces techniques à l'entraînement. Alors, je m'explique. Avant, quand j'allais à l'entraînement, je voulais gagner à tout prix, entre guillemets, peut-être limite un bourrin. Alors qu'aujourd'hui, ce que je cherche, c'est à replacer, à restituer ce que j'ai appris peut-être la veille grâce à un tuto, pour voir si je peux m'approprier ces techniques, si elles me semblent judicieuses pour moi. Donc, dans 10 ans, je me vois meilleur techniquement et peut-être un meilleur combattant, même si mon niveau hormonal va fortement décroître. Du coup, la vieillesse va apparaître. En tout cas, ces stigmates seront plus prégnants. Mais peut-être qu'avec l'expérience, je serai meilleur. C'est Rickson Gracie qui disait il préférait. On lui a posé cette question quand il avait 50 ans. Il a dit on lui a dit vous préféreriez. Quel Rickson est le meilleur, le Rickson de 50 ans ou celui de 30 ans? Et il a dit pour un tournoi, je préférais être le Rickson de 30 ans, mais pour un combat unique, je préférais être le Rickson de 50 ans. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Et concernant l'arbitrage, tout ça, les organisations, c'est pas des choses qui m'intéressent. Non. Tu te vois plus dans l'enseignement? Je me vois plus dans l'enseignement, j'en ai toujours fait. C'est ce que tu veux, c'est pour ça que je pose la Ça fait 20 ans question. que je suis prof, avec des pauses, mais des profs de karaté, de fitness, de muscu, de MMA. Donc ça, je continue. C'est mon gagne-pain, mais aussi j'aime bien voir évoluer les gens. Et puis organiser des événements, pourquoi pas. Hein. Parfois, je suis approché par l'UFC pour des choses. On va voir. Des fédés, mais c'est pas trop ce que je kiffe. Je préfère les épreuves individuelles, parce que là, ça ne dépend que de moi, entre guillemets. Et si la réussite d'une chose, elle doit dépendre d'autres gars qui font pas le boulot, ça va me saouler. Ou dans ce genre d'organisation, il faut pas mal faire de courbettes. Et moi, ça, je ne sais pas faire. Ça roule. Je reviens sur ce que tu as dit que je trouve vachement intéressant sur ton état d'esprit actuel dans l'entraînement. Le côté où tu veux toujours, en gros, ton objectif, c'est que tu sors de l'entraînement, tu es meilleur que quand tu y es rentré, tu essayes d'assimiler un maximum de savoir. Ça, c'est ton état d'esprit actuel. À l'époque où tu combattais, dans quel état d'esprit tu étais quand tu préparais un combat et comment tu abordais justement un combat, une compétition?
Alors, quand tu prépares une compétition, le but de la compétition, c'est de remporter la médaille. C'est tout, hein. C'est de gagner. C'est d'être devant l'autre. Donc, on se surspécialise, en tout cas, les athlètes se surspécialisent à l'approche des échéances. Donc, ils vont travailler ce qu'on appelle les spéciaux. Donc, ce que tu fais bien à l'entraînement, bah, tu tâches de le refaire pour le faire encore mieux. Parce que c'est pas avec une technique que tu as travaillé la semaine dernière que tu vas pouvoir la restituer sur un gars qui est énervé et qui va pas se laisser faire. Donc, et d'un point de vue psychologique, tu m'as demandé aussi? Ouais, je pensais plus à question psychologique, un peu pour faire le lien avec la préparation mentale, ce qu'on a pu voir. Ouais. Psychologiquement, bon, j'avais pas de préparateur, hein. Moi, je me suis dit, c'était un petit peu à l'arrache à l'époque. À l'époque, on savait même pas ce que c'était. Si on savait, mais le weight cutting, donc perdre du poids drastiquement avant une échéance. Donc pour un compétiteur pro, c'est honteux, quoi. Quelqu'un qui fait pas du weight cutting, on le regarde bizarrement aujourd'hui. Moi, je n'en faisais pas, ou très peu, ou je savais pas le faire. Tout ce qui était préparation mentale, c'était pas du superflu pour nous, quoi. Donc, comment on se prépare? Ben, c'est un petit peu aussi comme en Kyokushin, hein. Vous préparez mentalement en vous prenant des coups, en appréhendant la douleur. Donc ça fait partie de la préparation mentale. Alors, le truc, c'était plus voir comment est-ce que, dans quel état d'esprit tu abordais une compétition. Il y a des moments où tu doutais. Est-ce que tu étais sûr d'aller, j'imagine que tu étais plus sûr de toi, mais comment est-ce que tu abordais le truc quand tu avais un adversaire, pour préparer un event, dans quel mood tu te mettais? Je sais pas si je suis clair. Bah, c'est quand tu reçois le nom du gars et que c'est un client, déjà, ça te comprime le ventre. Bah, tu as peur, en fait, tu as envie d'aller pisser ou d'aller chier. C'est des réactions naturelles qui peuvent arriver aussi à l'approche de la compétition le jour J. Mais en même temps, tu es excité. Et le jour du combat, bah, j'essaye de détester l'adversaire. Et vu que je suis quelqu'un de très calme et de gentil, profondément gentil, j'aime pas, comme je dis, j'aime pas la violence, mais en même temps, je vais un peu la chercher, donc c'est un peu paradoxal. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose que nous, les hommes, on a. C'est notre testostérone, ça nous travaille quoi qu'il arrive. Donc il faut y aller. Et avant le combat, comme je te dis, je me dis, il a fait du mal à ma famille, tout ça. Ouais, tu passais en mode colère. Tu cherchais à aller. Ouais, plutôt la colère. Ouais. Ça marche. Il y a Nassim qui nous demande comment est-ce que tu gères la frustration en compétition? Est-ce que tu avais des méthodes pour gérer quand tu perds un combat, quand tu perds une compète, est-ce que tu arrivais à gérer cette frustration et comment tu ressentais ça? Quand tu perds, bon, ça m'est pas arrivé tant que ça, déjà, donc c'est bien. Bon, en pro, j'ai perdu 4 combats, mais c'était contre des monstres. C'était des combattants top 5 UFC ou Pride. Donc, la vraie frustration, elle arrive quand tu sens que tu aurais pu gagner. Donc, t'as pas à la gérer plus que ça. Ta frustration, prends-la, et ça va te permettre de faire le point. Donc, il faut la gérer positivement. Faut pas être dans la dénégation, justement. Se dire, j'ai perdu, c'est parce que j'ai mal mangé hier, parce que l'arbitre, tatati, tatata, non.
Si tu étais meilleur que lui, ça se saurait. Mieux passé. Surtout dans les combats en cage. Donc, tu perds, tu es frustré un petit peu, tu n'es pas content de toi, mais j'ai jamais autant appris que quand j'ai perdu. Donc, mon premier combat pro, j'ai perdu parce que j'étais trop excité. J'étais pleine balle dès le début. À mon premier combat pro. Ma première défaite en pro, voilà. C'était pour la ceinture du Cage Warrior. J'étais trop excité, donc j'ai pas su me tempérer. Il y avait 5 rounds de 5 minutes, c'était 25 minutes, c'était très long. Donc à la fin, j'étais crevé. Donc maintenant, je sais me tempérer. Le combat au Japon contre Paulo Filho, j'ai perdu parce que j'avais mal fait mon weight cutting. Donc j'ai perdu 9 kilos en une semaine et quelques. Ouais. Sans rien manger ou presque. Donc j'étais arrivé famélique sur le ring. Donc je me suis fait balayer, c'est normal. Et puis il faut savoir qu'il y a le problème du dopage. Il faut être aussi conscient de ça, qu'on ne peut pas forcément rivaliser avec des gros dopés. Et puis le dernier, c'était contre Moussassi, ma dernière défaite. Et là, il n'y avait pas vraiment de frustration parce que j'avais plus envie de combattre. Donc je me suis toujours dit, le jour où j'abandonne un combat, je vais arrêter. Et là, on ne voit pas forcément la caméra, mais le mec me met des grosses patates et puis je tape au sol pour dire arrête. Donc c'est vraiment séance ultime. Donc quand ça t'arrive, passe à autre chose. Donc ça, j'ai appris aussi que quand tu n'es pas prêt mentalement à mettre ton intégrité physique en jeu, et tu ne performes pas. Donc, à chaque fois, la frustration que tu peux avoir sur le moment, ça va t'aider à en tirer un bilan, plutôt que d'être, comme je te dis, dans la dénégation. Non, super intéressant. Et dans ta... Ah, y a Thierry qui demande qu'est-ce que tu penses du dopage, justement, en réaction à ce que à ton petit commentaire. Le dopage, c'est pas compliqué. Je connais des gars avec qui je m'entraînais, qui se dopent. Alors, souvent, c'était des gens cool et tout, hein, sympas et tout. Et ça arrivait que parfois ils étaient meilleurs que moi, certains étaient meilleurs. Mais je ne sais pas comment ils font pour se regarder dans la glace et être content d'eux, en fait. C'est juste, frère, tu triches. Tu as triché. D'accord? On joue, je vais jouer avec toi au poker, Texas Hold'em. Moi, je vais avoir 2 cartes. Toi, tu en auras 3 ou 4. Et pour faire tes combinaisons, tu as gagné, tu es content. T'es content. Ouais. Donc, alors, après, si ton but dans la vie, c'est de nourrir ta famille, de construire une maison et de t'en sortir par le sport, je peux comprendre. Après, le mec, il s'en fout. Il est là, bon, je m'en fous, j'ai pris mes 100 000 euros, je suis content. Et moi, mon but, c'est un but sportif. Donc, quand tu commences un combat, tu dois être... avec le même jeu, le même stade. Le principe d'équité. Il n'y en a pas un qui a un couteau en plus dans la manche. Donc, le dopage, c'est... T'as triché. Bon. Donc, même tu vois, Anderson Silva, il a triché. C'est con, mais bon. À l'époque, ça se voyait encore plus parce que les mecs, ils étaient bodybuildés, c'était facile à déceler, mais voilà, le dopage, il est protéiforme, il peut avoir plusieurs facettes. Ça peut être du dopage musculaire, ça peut être du dopage physiologique, psychologique. Voilà, il y en a, ils prennent des rails de coke avant de monter pour moins sentir la douleur. Il y en a qui prennent des antidouleurs aussi. Il y a le PO, tout ça. Ça se voit pas forcément, un dopé. Mais quand tu te dopes, franchement, déjà, ça fout ta santé. On entend souvent. Alors, j'avais pas du tout prévu de parler de dopage, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, on entend souvent dire, ou en tout cas, c'est peut-être une façon de penser que beaucoup de monde a, que de toute façon, pour être au haut niveau,
il faut être dopé parce que tout le monde l'est. Donc si tu veux faire un truc, il faut avoir les mêmes armes justement. Hmm. Est-ce qu'à ton époque ça se passait comme ça ou est-ce que c'est un mythe? Parce que du coup on ne sait pas réellement si tout le monde l'est ou s'il y a vraiment des extraterrestres. Ouais, ouais. Alors, bon, déjà pour la première phrase, moi je te dirais que ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Ouais. Donc, les mecs, pensez ce que vous voulez. Moi, j'ai ma déontologie pour moi. Donc, pour moi, c'est niet. Alors qu'il y ait des extraterrestres, oui, tous les mecs qui sont dans le top 5 mondial, quoi qu'il arrive, c'est des extraterrestres, physiquement, athlétiquement, et techniquement, c'est des gens qui sont super doués. Mais après, je ne peux pas sonder les cœurs ni les reins, donc je ne suis pas derrière les gens. Je ne peux pas te dire si oui ou non tout le monde se Ouais. donne. Je pense aussi que c'est un petit peu une excuse que certains se donnent pour. Pour justement prendre des trucs. Non, non, bah non, ceux qui disent ça, ils n'entraînent pas. Donc, Non, non, mais ce que je veux dire, c'est le côté où, mettons, je suis un athlète, j'en prends, je me dis, bah, de toute façon, le mec en face, il l'est, forcément. Donc, du coup, je suis obligé d'en prendre. C'est un peu ça peut être une excuse pour ceux qui en prennent plutôt. non, non, non. Je veux dire. Grand bien leur en face. Mais bon, c'est pas mon truc. Ça roule. Et du coup, j'avais une autre petite question. Là, c'est un peu c'est une question à moi. Plus sur mon domaine, sur les blessures. Est-ce que tu as été blessé pendant ta carrière? Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un nez cassé. On a le. En compétition ou tout? Ouais, pendant que tu combattais, que ce soit en compétition, à l'entraînement ou On est cassé. Le sur une biceps chute de trottinette. a sauté. Ça, tu l'as vu. La main cassée, côte cassée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hum, C'est tout, hein. Du coup, sur ton biceps qui a sauté, Ouais, c'était assez récent. oui. Comment s'est passée ta rééducation? Parce que tu as été opéré assez vite, il me Oui, semble. oui. Comment s'est déroulé le processus de réathlé ou de rééducation, de remise en forme? Alors, je crois que c'était le 9 janvier où le biceps a sauté. Je me suis fait opérer le 13. Donc, mon ami kiné m'avait signifié qu'il fallait le faire le plus vite possible. Mhm. C'est ce que j'ai fait. Parce que c'était une rupture totale. Donc, ça nécessitait une opération. Hop, ils m'ont foutu 2 encres sur, je sais plus. Comment ça s'appelle ça? Cubitus, radius, je sais plus lequel. Donc ils m'ont mis 2 encres, bras immobilisé pendant, je sais plus, 2 mois peut-être, 2, 3 mois. Mhm. Et ensuite rééducation pour retrouver la souplesse articulaire et musculaire. Donc tu parles de rééducation. Mhm. La rééducation, elle était basée sur du renfort musculaire à base d'élastique, du, du statique, l'isométrie, Mhm. et, et des étirements infradouleur, sous la douleur. Mhm. Après douloureux. Ouais, l'idée c'était de. 2 fois par semaine, et j'avais un entraînement aussi que je faisais moi-même à la maison, Mhm. toujours à base d'élastique, travailler les agonistes et les antagonistes, donc biceps et triceps. Et voilà, on a repris progressivement, en sachant que je continuais à m'entraîner. Alors, je ne sais pas si c'est un mythe, après peut-être que toi tu pourras me le dire, mais quand tu continues à travailler le reste du corps, je continue à travailler le reste du corps. Et du coup, j'ai pas eu l'impression d'avoir je pense que ma fonte musculaire a été réduite. Limité. Je continue à travailler les cuisses, Mhm. euh, la sangle abdominale et le cardio. Mhm. Donc sans choc, pas qu'il y ait de vibration sur le tendon, tout ça. Donc c'était Mhm. des montées de marche à Montmartre, notamment. Et voilà. Ouais. T'as fait un bon protocole de réathlé. Ouais, parce Ouais. qu'en fait, en réathlétisation, du coup, pour répondre à ta question,
l'objectif premier de la réathlétisation, c'est éviter le désentraînement quand l'athlète est blessé. Donc en gros, il te manque un bras, mais c'est un peu comme en compète, comme en combat, on t'a détruit la cuisse, bah ouais, mais tu dois continuer, donc il te reste deux bras, une jambe, et tu continues à taper avec. Oui. Là, c'est le même délire. Donc c'est ce que tu as fait, tu as continué à travailler le reste du corps, et tu peux même, tu as même un effet sur lequel tu peux travailler. Là, par exemple, c'est ce que moi j'avais mis en place avec Théo, donc c'est un combattant en karaté Kyokushin qui s'est fait poser lui une butée à l'épaule parce qu'il a eu quatre luxations, et donc du coup on lui a posé une butée. Donc c'est un peu le même principe que toi, il touche au biceps, sauf que c'est le long biceps qui vient de détacher et qui rattache sous la scapula. C'est plus chiant. C'est plus embêtant cette... Ouais, cette partie-là, ouais, parce que du coup ça bloque toute l'épaule. Et on a mis un protocole en place pour éviter de perdre en force, surtout, parce que lui, pour le coup, en termes de muscles, Théo, c'est ce qu'on peut appeler une brindille, il est tout sec. Il est très grand, très sec. Et du coup, j'ai mis en place un protocole pour garder la force sur l'effet contralatéral. C'est-à-dire que si tu travailles en force sur ton côté droit, sans travailler le côté gauche, tu vas quand même réussir à maintenir de la force ou à même progresser en force du côté gauche parce que tu entraînes ton système nerveux et ton système nerveux peut récupérer. Donc, c'est des choses qui sont assez intéressantes à faire. Et ouais, l'idée, c'est exactement ce que tu faisais. C'est continuer à travailler tout le reste du corps et après faire du spécifique sur le membre lésé avec le kiné et après pendant ta séance pour revenir après à un entraînement global au fur et à mesure. Bah, je faisais de la visualisation aussi. Comme tu dis, pour garder la chaîne motrice des neurotransmetteurs. Et il mettait aussi du complexe. Pour élèves, pour parler de façon triviale, pour stimuler le muscle. Voilà. Il est parti. Qu'est-ce qui se passe? Je ne touche à rien, c'est pas moi. Excuse-moi, je suis parti, désolé. Super intéressant ce que tu dis sur la visualisation. C'est un truc que tu utilises souvent ou que tu as juste utilisé pour ta réathlée? Alors, comme je t'ai dit, au niveau de mes entraînements, maintenant j'en fais beaucoup. C'est-à-dire que parfois je suis dans mon lit et je ferme les yeux et puis j'essaie de me rappeler des techniques. C'est ce que je dis souvent à mes élèves. Si vous êtes capable de vous visualiser en train de faire une technique sans qu'il y ait de zone de flou dans votre visualisation, c'est que vous la comprenez, c'est que votre esprit la comprend. Et ça va accentuer, ça va accélérer le processus d'intégration de la technique. C'est quelque chose qui est très fréquent, notamment on voit les skieurs avant leur descente alpine, tu les vois qui ferment les yeux et puis ils reproduisent un petit peu. Ouais, comme les pilotes aussi. Ou les pilotes de Formule 1 ils le font. Donc ça c'est très important. Et les études qui ont montré qu'effectivement tu visualises et ça crée des connexions neuronales supplémentaires. Donc voilà, grâce à la visualisation justement des techniques sur Internet que je fais. Et c'est super important d'avoir une compréhension théorique de la technique. Il ne s'agit pas juste d'aller au dojo et de reproduire bêtement ce que fait le sensei. Il faut comprendre d'où la force part et avoir une théorie. Comme je dis souvent, la théorie et la praxis, ça doit lier. Tu dois contrôler. C'est un peu comme le mind-muscle connection de Schwarzy. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas contraction volontaire. Ouais, contraction volontaire, c'est-à-dire que Schwarzenegger, quand il faisait ses biceps, il faisait pas juste ses curls comme ça, c'est-à-dire qu'il regardait son muscle, il pensait à son muscle, il disait quel muscle je suis en train de contracter, c'est celui-là, il s'attache, enfin, il sentait bien d'où ça venait, il était connecté à son corps. À son corps, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je fais le parallèle en parlant de connexion. En fait, je pense que du coup,
l'entraînement, c'est pas juste. C'est un peu l'idée, le gros message que je veux faire passer avec No Brain No Gain, c'est que l'entraînement, c'est pas juste se mettre dans le rouge tout le temps. C'est pas comme ça qu'on progresse. Et là, encore une fois, la visualisation, ça fait partie de l'entraînement. Ça peut être un entraînement à part entière, comme tu disais dans ton lit. Tu te mets dans ton lit, tu penses juste à ta technique et tu décortiques tout. Ça fait partie de l'entraînement. Et il faut vraiment se connecter et rester concentré quand on s'entraîne, penser ce qu'on fait. Et du coup, même Raphaël, la semaine dernière, le disait il y a 2 semaines, le disait sur la nourriture. Quand tu manges, si tu es connecté ton assiette, si tu manges en regardant ton assiette sans faire autre chose à côté, tu Moi, je vas mange. mieux digérer, tu vas mieux assimiler. Et alors pas en mode je mange une carotte, machin, mais en gros, tu prends le fait de pas avoir une télé devant toi, tu vas prendre le temps en fait de manger. Et du coup, derrière, tu as tout ton système digestif qui fonctionne mieux. Ça, c'est sûr. Donc, Bah, il suffit d'imaginer un bon repas et tout de suite, il y a ta salive qui ouais, advient. tu commences à saliver. Hein. Mmh. Vous pensez à une jolie fille et puis bref. Voilà. Et du coup, après ta rééducation, t'as pu reprendre à boxer je pense que c'est la boxe que tu as dû reprendre en premier. Euh, t'as boxé à partir de combien de temps? Qu'est-ce que j'ai repris en premier? Ben non, je pense que c'était plutôt la lutte, parce C'est que la lutte que t'as repris en premier? je m'étais blessé en faisant de la boxe justement. C'était quoi la question? Au bout de combien de temps t'as repris l'entraînement bagarre? Alors attends, j'ai fait ma vidéo avec Thomas Lubersal, c'était quand? En août? Juillet. Juillet, j'ai fait une vidéo avec Thomas Lubersan, donc j'étais déjà un peu en forme, mais j'étais pas au top. Donc j'avais dû reprendre mai peut-être. Mai, juin. Ouais, juin. Juin. Mais j'avais le bras qui était faible, je le sentais. Ouais. Bon, j'ai perdu un tout petit peu de chronosupination, j'ai dû perdre quelques degrés. Hmm. Je sais pas si ça se voit. Non, on le voit, enfin, on le voit pas. Légèrement. Ouais. J'ai mes performances en musculation, elles ont fortement régressé, mais là, je ne suis pas encore revenu au top. Il y a 5% encore de déficit facile. Et donc, Et ouais, en mobilité, en 5 mobilité. mois après la blessure, j'ai pu reprendre. Hmm. 5 mois après la blessure, j'ai pu reprendre doucement. Ouais, c'est pas mal, t'as repris vite. Hein. Oui. Parce qu'en général, c'est ça, enfin, faut savoir qu'en réathlétisation, t'as jamais un calendrier en disant, OK, t'as ça comme blessure, alors du coup, tu vas te remettre et tu vas reprendre ça. Moi, j'ai travaillé avec 2 athlètes qui s'étaient fait les croisés. Mhm. Il y a une personne qui s'est remis nickel, pas de souci, en 6 mois, elle se remettait à jouer, pas de problème. Ouais. Et il y en a une autre, d'ailleurs, Bathilde, qui nous regarde, qui elle, ça fait plus d'un an, ça va faire 1 an et demi qu'elle est en galère, et parce que sa cicatrisation se passe pas forcément bien. Et pourtant, elle a un super kiné, enfin, il y a une équipe derrière qui suit, quoi. Mais c'est juste son corps qui cicatrise pas et qui se remet Ouais. pas de la même façon que les autres, quoi. On n'est pas tous égaux. C'est ça. Ils sont en taille, en vitesse, en force. Donc, sur la cicatrisation, j'imagine que c'est Mm. pareil. Mais Et, moi, et ça allait assez vite. Et là, bon, comme tu vois dans mes vidéos, je peux y aller quand même assez franco et pas de souci. J'ai plus ouais. peur que ça lâche. Ah, mais justement, j'avais été étonné que tu reprennes aussi vite les vidéos, justement. Mhm. Tu avais ressorti ta vidéo en juin, pardon. Ouais, bah, moi aussi. Mais bon, s'il y avait d'autres, il y avait des massages aussi à faire. Euh, poser du, ouais, poser du froid après les exercices. Mm. Bon, non, je suis content. Bah, le chirurgien, il m'a mis 2 encres parce qu'il Mm. savait que je suis un athlète. Donc, Il savait qu'il t'allais tirer dessus. ouais. Et non, non, la souplesse, nickel.
Donc, Ouais, donc aujourd'hui, il y a juste ces petits degrés en supination que tu as perdu. Il n'y a plus de. ouais, non, bon, extension du coude, il manque quelques degrés aussi, mais c'est vraiment très léger. Après, ça se trouve, j'étais déjà tordu. Hmm. Parfois, on se blesse et puis on fait ah merde, je suis asymétrique. Mais en fait, ça se trouve, j'étais déjà Tu l'étais déjà avant. Ouais. sauf qu'on s'en rendait pas compte. Hmm. Et ça se trouve, c'est cette asymétrie-là qui a causé la blessure. Ouais, ouais. Je sais pas ce qui a causé la blessure, mais bon. Et du coup, on va juste pour conclure, parce qu'on va arriver bientôt, là, ça va faire 45 minutes qu'on discute. Je vois que le temps passe. Et j'avais une question qui me faisait marrer de te poser, parce que je suis retombé sur des archives de mes premiers combats. Et je voulais te demander, quel est ton premier souvenir de ton premier combat? J'imagine que ça devait être en Shotokan. Ouais, ouais. Bon, c'était ma première compète de Shotokan. Ouais. Et bah, pour dire que le niveau, ça devait pas être super, parce que j'étais champion des Yvelines, ma première compète. Merde. Alors, Ou alors, ou alors c'est que t'étais déjà très bon. ouais, non, 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 mais le niveau était pas ouf. Je sais pas s'il est bon maintenant, enfin meilleur. Donc, bah, ouais, c'est ça mon premier, ma première, mon premier souvenir. Après, d'autres souvenirs en JJB ou t'as peur, cette histoire de peur aussi. Et la première, du coup, la première compète plein contact, parce que c'est quand même différent que le Shotokan. Mhm. C'était quoi? Ça s'est passé comment? Je crois que c'était le championnat de France de sambo, combat. Donc c'est un mélange de judo et de boxe. Tu as le droit de mettre les coups de boule aussi. Tac, tac, tac. Je pense que c'était ma première expérience où le KO était autorisé. Non, mais j'avais pas plus peur que ça, mais bon, j'ai gagné le championnat, 5 combats, 2 KO, 2 soumissions et une décision. Mais j'ai eu de la chance dans ma carrière de pas monter trop les étapes Hmm. et de commencer par des compétitions amateurs. Et petit à petit pour te mettre en confiance. Ouais, 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 c'est important. Je suis quelqu'un qui fonctionne énormément à la confiance. Donc, si je suis pas bien dans ma tête, je vais faire une presta toute naze. Hmm. Bah, il y a John qui disait où tu étais prometteur. Ouais, enfin après, moi, je suis un gros bosseur. Hein. Je suis pas hyper doué. Il y a plein qui sont plus doués que moi, mais je suis un gros bosseur. Et comme je t'ai dit, j'adore ça. Hmm. Donc, je, je m'entraîne 6 jours sur 7 depuis tout le temps presque, que ce soit en prépa physique, sport de combat, nutrition, tout doit être nickel. Enfin, je suis pas un asset, donc Hmm. parfois je m'accorde des petits Des plaisirs. écarts. C'est rare, enfin, des petits plaisirs. Pour moi, c'est le plus gros kiff, c'est d'être performant. Ça me fait plaisir quand je fais une bonne prestation. Et du coup, une semaine type chez toi en termes d'entraînement, ça ressemble à quoi? Bah, bon, je te parle en ce moment. Hein. Hmm. Ça Ouais, là on est sur aujourd'hui. va être allez, deux muscu, deux ou trois muscu, peut-être deux séances de sparring, puis un cardio. Ça, c'est bien. Hmm. Je fais moins de sparring qu'avant, parce qu'il faut que je garde le plaisir de le faire. Et à la fin, je savais que quand j'étais à 2 entraînements par jour, Hmm. ça dégoûte de l'entraînement. Donc, et qui plus est, c'était des entraînements qui étaient vraiment durs. Et, euh, et même parfois, avec les partenaires d'entraînement, il y avait une certaine rivalité Hmm. qui, à la fin, c'est pesant. Donc maintenant, je m'entraîne avec des gens que j'apprécie. Bah, tu m'as vu quand je m'entraîne, tu vois. Hmm. Ouais. Il y a deux, trois gars.
C'est bon enfant. Ouais, voilà. On rigole, on dit des conneries, on met la musique. 4 minutes chacun, on tourne à 3 et il y en a qui se repose 4 minutes, et puis après, tu enchaînes avec 2 rounds de 4 minutes. Donc, ça peut être du sol, de la boxe, du grappling, du MMA. Et puis, selon mes envies, je me fais plaisir. Plus la musculation, parce que je suis un petit peu narcissique, donc j'aime bien avoir un corps joli. Et le cardio, parce que je l'ai négligé pendant pas mal d'années, parce que je déteste l'en faire. Mais si je vois mes vidéos d'il y a 2 ans, au bout d'un round, j'étais hyper essoufflé, alors que maintenant, ça va. Tu tiens. Ça va. Ouais, j'ai 42 ans, je ne peux pas avoir un cardio de 25, le même cardio que quand j'avais 25 ans, mais maintenant, ça va. Du coup, une dernière petite question, il nous reste 10 minutes. Si tu devais rencontrer le Greg d'il y a 20 ans, quel conseil tu lui donnerais? Ouais, le conseil que je lui donnerais. Franchement, je fais les choses bien. On bosse le cardio peut-être? Non, j'avais un sacré cardio avant. Avant, j'avais un sacré cardio. Je pouvais en faire 2-3 fois par semaine, avec fractionné. Et à la fin, tu te butes, tu fais des 1500 mètres, quoi. C'est le plus dur en termes de distance. Travail lactique. C'est la misère. Même si je sais qu'à lactique, ça n'existe pas. Hein. Tu produis du lactate tout de suite, mais ça te déchire et c'est ce qu'on retrouve dans les combats. Mais non. Non, j'ai fait tout bien. Je pense que je suis allé presque au top de ce que je pouvais, à quoi je pouvais prétendre. Ouais. Non. Sérieux, du sérieux, du plaisir. J'ai combattu en karaté. J'ai combattu en karaté contre le champion du monde de karaté, champion d'Europe. J'ai battu le champion d'Europe. En MMA, enfin en grappling et MMA, j'ai combattu contre le champion du monde de jiu-jitsu brésilien, champion de la DCC. Et en MMA, j'ai combattu, je te dis, top 3 mondial. 5. Ça peut être Paulo Filho ou Moussassi. Donc, à chaque fois, j'ai combattu les meilleurs dans leur discipline. Dans chaque discipline différente. Donc, je suis content. Même si j'ai pas gagné à chaque fois, j'ai pas forcément été ridicule. Au moins, tu vas au bout des choses. Non, ça va. Il n'y a pas grand-chose que je changerais. Et ça, c'est important. D'ailleurs, c'est très nietzschéen, mais ce que Nietzsche appelait l'éternel retour. Il te disait, si tu devais revivre ta vie, est-ce que tu changerais quelque chose? Et est-ce que tu voudrais la revivre encore? Et si tu es capable de dire, oui, j'aimerais bien la revivre une infinité de fois, ben, c'est que tu as eu une belle vie. Donc, moi, si tu me demandes de revivre, de recommencer, je ferais, ouais, vas-y. Parce que c'était chouette. Parce qu'il y a les regrets, ça, c'est terrible. Donc, je ne changerai rien du tout. J'ai eu une super expérience. Et que ce soit des victoires ou des défaites, c'est ce qui fait que l'homme que je suis aujourd'hui, je suis assez content d'être qui je suis. Donc, avec mes qualités et mes défauts et mes vices. J'aime tout. Donc, Rien n'a changé. Non, vas-y frérot, fais, tu vas voir, ça va bien se passer. Top, super. Merci beaucoup Greg pour cette intervention. Super intéressant, enfin, pour ma part en tout cas. Je trouvais ça super cool, super sympa de pouvoir parler avec toi. Où est-ce que les gens peuvent te suivre donc sur la chaîne Karaté Bushido, sur ta chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux? Ouais, bah s'ils veulent te retrouver, voir un peu ce que tu fais. S'ils veulent voir mes exploits entre guillemets, bah, ils vont sur YouTube et ils tapent Greg MMA. Et puis sur mon Instagram, Greg MMA. Je poste pas grand chose parce que je poste, mais pas beaucoup. Parce que la vie des gens m'intéresse pas trop. Donc j'imagine que la mienne n'intéresse pas trop non plus. Donc voilà. Je poste quelques trucs intéressants de temps en temps pour motiver. Mais sinon, sur YouTube, il y a des tonnes de vidéos qui, à mon sens, sont super. Et justement, c'est pas juste de la distraction que je fais.
C'est aussi de l'apprentissage par rapport aux techniques qu'on a vues pendant les vidéos. Donc j'essaie d'apprendre des choses aux gens à mon niveau. Donc peut-être que les mecs du Kyokushin, ben, ils apprendront rien en pied-point, mais ils apprendront peut-être des petites bases de lutte pour rester debout. Et puis peut-être que les mecs de la lutte vont apprendre des rudiments de boxe. Pareil pour les mecs de la self-défense, où j'essaie d'être assez éclectique. C'est ce qui me plaît aussi dans la vie, c'est de ne pas être focalisé sur une seule chose. Sinon, on a tendance à s'ennuyer, et deux, à devenir un peu sectaire. Et non, moi j'aime avoir une ouverture d'esprit, de m'amuser souvent et de rester ouvert. Super. Et ben, encore une fois, merci. Pour les gens qui regardent la vidéo, du coup, vous pouvez retrouver, je rappelle juste le e-book sur mon site internet. N'hésitez pas à aller le jeter un œil, à regarder les autres vidéos sur le No Brain No Gain, sur la prépa physique, prépa mentale et la nutrition, si vous voulez en apprendre un peu plus. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à tous. Bonne journée à tous, merci. Salut. Ciao, ciao.